Bonsoir, eh bien ce soir je vais vous faire découvrir quelque chose que je viens moi-même de découvrir, le Darcy Comedy. Alors Darcy Comedy, en fait j'ai pas de mots pour l'identifier parce que c'est un tout. Il y a du vin, il y a plein de choses, mais allez, c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est plutôt Carlos en face de moi qui va vous expliquer ce qu'est le Darcy Comedy, puis il va même se présenter parce que je crois que c'est un monument à lui tout seul. Bonsoir à tous. Sylvie, merci de me donner la parole. Donc, je m'appelle Carlos Goncalves. Eh bien, je suis auteur, metteur en scène et aussi directeur d'un théâtre où je joue parfois parce que de temps en temps, je suis comédien aussi. Et c'est un théâtre d'humour, un théâtre d'humour plutôt qu'un café-théâtre. C'est une salle qui a 200 places. On est en activité depuis à peu près 3 ans et on y produit des one-man shows ainsi que des comédies le week-end et toute autre manifestation pour des entreprises, des colloques. Mais aussi on reçoit des gens autres, comme ce soir, hein, on reçoit Laurence Degros qui va nous parler d'un problème de femmes et d'hommes aussi, hein, voilà, pour Octobre Rose. Donc voilà, je suis ravi de vous recevoir, en tout cas que la parole soit ouverte autour de ce sujet. Alors, tu nous as parlé de tout ce qui était théâtre ou assimilé, mais tu nous as pas parlé du deuxième bâtiment de l'autre côté derrière moi. Le petit bâtiment là, l'entrée, l'entrée c'est une cave à vin. Parce qu'on est en Bourgogne, Sylvie, tout de même. Et on y trouve des grands vins et des grands vins. Plus ou moins chers parfois, mais ils sont toujours délicieux puisqu'ils viennent de Bourgogne. Tout à fait. Voilà. Et je te rends le micro. Eh bien écoute, je te remercie, mais je crois qu'on aura l'occasion de se revoir très vite. Avec plaisir. Et puis, bonne soirée à toi avec nous avec la Dèche Rose. Voilà. Merci. Filmer notre ami. Voilà, tiens, regarde. Et puis, on va pas filmer que ça, parce que tu sais pas ce qu'on va faire. Eh ben moi, je vais te suivre, tu vas me faire une visite guidée. Allez, visite guidée. Alors, là, les toilettes, t'as vu? Elle est super, t'as vu? On peut rentrer, hop. C'est comme un lavomatique, on peut se laver dedans. Alors on a un petit étage, voilà, tout ça où on peut s'installer confortablement. Ça c'est du public. Bonjour public. Bonjour public. Bonjour. Restez assis, restez assis. Alors tu me suis Sylvie, voilà. Donc une salle de 200 places avec un décor d'Halloween. Il faut savoir qu'aussi au Darcy Comedy, on aime beaucoup les femmes. Donc Sylvie, nous on a créé un festival qui se déroule tous les ans au mois de septembre. C'était la 3e édition et ça s'appelle Festival francophone Rire et Vin au féminin. Voilà, alors je ne sais pas qui c'est qui a collé ça sur... Hop, c'est la soirée de ce soir. Voilà, donc Festival francophone Rire et Vin au féminin pendant une semaine. Cette année on a reçu 17 artistes jeunes talents qui vont en devenir et qui vont pour certaines bientôt percer. Voilà, tu vas continuer à me suivre parce qu'on va aller dans l'antre du vin. Voilà, regardez comment c'est beau, regardez-moi ça, oh là 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 là, qu'on visite. Un bar magnifique avec tous les alcools possibles et inimaginables. Bonjour madame. Bonjour. On est en visite guidée. Vous pourrez remarquer qu'il y a une déco aussi assez singulière, hein, un petit peu cabinet de curiosité ou des belles statues. Voilà, une terrasse magnifique avec un public enjoué. Voilà. Ce mar, voilà. Voilà. Et Gertrude, notre girafe. Superbe girafe en zinc. Voilà. Voilà, une très jolie terrasse en plein centre-ville. Voilà, un bar d'été. Ici, on peut accéder aux appartements des artistes. Des appartements, il y a 5 chambres à thème. Et là, on arrive dans la fameuse cave à vin. Voilà, il y a des bons vins de Bourgogne, mais pas que, mais pas que. Il y a du Côte-du-Rhône aussi, voilà. Donc il y a même à manger. Et puis on va surtout regarder cette magnifique façade, voilà, avec les spectacles. Regardez ce qu'on avait la semaine dernière, un dîner.
Voilà. Voilà, c'est le Darcy Comedy, rue de Vosges, en face de l'espace de Vosges et des grands hôtels de Dijon. Voilà. Merci à toi, Sylvie. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une question? Non, moi j'adore ta déco, mais il y a certaines choses que je te piquerais bien d'ailleurs. Elle va me piquer des trucs. Faudra que je la fouille en partant. Ouais, qu'est-ce qui te plairait? Le bateau là-haut? Le voyage? Cette égérie? Non? Ben voilà, je crois qu'on a fini notre petit tour. On a fini notre petit tour. Je te remercie en tout cas de faire la lumière sur notre établissement. Voilà. Café Théâtre Darcy Comédie, théâtre d'humour. Je te remercie beaucoup et puis ben, bonne soirée. Puis merci pour cette visite guidée, c'était très sympa. À très vite, merci, au revoir. Ce vendredi dernier, la vendredi soir, il y avait plus de 200 personnes à table. Et c'est une solution qu'on va sûrement garder de toute façon, le fait d'être au chaud dans une salle qui est tout à fait appropriée. Bon, vous avez compris, la Saint-Vincent, dans le thème d'Octobre. Bonjour. Restez assis. Bien, des retardataires. Allez, vite, 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 vite. Bon, Laurence, elle est où? Elle est là-bas. Ok. Non, grave. On l'aura. Ben écoutez, bienvenue au Darcy Comédie. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui connaissaient le... Ils peuvent peut-être la main. Personne. Ceux qui connaissaient ou ceux qui ne connaissaient pas, alors on fait quoi? Alors, ceux qui connaissaient pas. D'accord. Ceux qui ne connaissaient pas. Et vous étiez où pendant 3 ans? Bon, vous n'êtes peut-être pas fan de comédie, vous n'aimez pas rire, c'est pour ça. On dirait pas. Donc nous, le Darcy Comédie, on produit 150 spectacles à l'année. Ça va du dîner de con à Léa Crévon, à Julien Strezlik, enfin des pièces qui jouent à Paris ou à Lyon, enfin qui tournent partout en France, en tout cas. Et ils s'arrêtent chez nous. Voilà, et donc pour le coup, pour ceux qui n'ont pas ça, ils peuvent aller ou s'abonner sur la page Facebook, pour ceux qui ont Facebook, bien sûr, mettre un petit j'aime, comme ça, ils ont tous les événements qui se passent ici au Darcy Comedy. Pour les autres, ils peuvent aller sur le site www.darcycomedy. Voilà, ça fait une sortie sympa, à moindre coût. Comme ça, moi, je pourrais peut-être partir en vacances l'année prochaine, si vous voulez. Et puis, il manque une canine en plus. Ça coûte cher en France. Les dents, voilà. J'ai besoin d'une paire de lunettes aussi, donc... Et j'ai 50 ans l'année prochaine, et 50 ans si on n'a pas Alex. Hein. Voilà. Donc faites un effort, vous avez plus souvent. D'accord? Ok, voilà, donc vous pouvez le récupérer à l'entrée. Et puis voilà, on est aussi ouvert le 31, on a 3 spectacles. Et on sera aussi à Genlis, pour ceux qui sont du coin, là-bas, à la salle Agora, aussi avec un autre spectacle. Avec la folle histoire du couple. Comment? Non, parce qu'on a décidé ça hier. Donc, les affiches apparaîtront, vont fleurir à Genlis, à peu près dans 3 semaines, 1 mois. Voilà, vous pouvez commencer déjà à l'annoncer à l'Agora. Ah ben, vous venez là si vous voulez, mais ici on fera aussi un petit peu à manger. Puis, oui, vous êtes venu l'année dernière? C'était bien ou pas? Ah, c'était génial. T'as vu quoi? J'ai vu... C'est toi? Vas-y, on écoute. La troupe de joyeux rigolos qui chantait, je ne me rappelle plus. Qui chantait? Je Les l'ai pas. joyeux de la couronne. Les joyeux de la couronne. Oui, c'était génial. C'était génial. Ah ouais. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas si c'était... Je sais pas Mais est-ce pourquoi. que tu sais pourquoi? Parce que on parle tous les deux. La personne qui fait la programmation ici, il y a 20 ans de carrière à Paris, il a été producteur. Il les connaît tous. Que les bons. Voilà, prendre le haut du panier. Et cette année, on a encore le haut du panier. Il y a 3 spectacles. Et les Apollons, c'est exceptionnel, les Apollons. Vous connaissez pas les Apollons? Ben, ils seront là, c'est comme ça. C'est très drôle. Il y a aussi ce qui joueront 2 fois dans la même soirée. La folle histoire du couple, qui joueront à 18 h ici et après à 21 h
Dès qu'ils ont fini ici, on les fout dans un taxi et ils partagent en liste. Ah, faut optimiser, hein. Ah oui. Les lunettes, les dents. La canne. Oui, oh, doucement quand même. Voilà, bon, je vous souhaite de passer un beau moment avec le témoignage de Laurence. On l'invite sur le plateau tout de suite en encourageant l'applaudissement. C'est dur. Non, comment ça se passe alors? C'est pas... Ah, mais c'est Isabelle, mais pourquoi tu dis que c'est Laurence? Isabelle qui va venir nous parler de son association. On m'a dit qu'elle était formidable. J'ai connu Isabelle. Isabelle, t'es pas au campus des Fous Bleus en 87 Si. Si, ouais, là tu vois, c'est... Elle est à côté de Bordeaux. Je t'en prie. Allez, merci à toi. Oui, j'ai plus. Regarde. C'est vache. Fort ta main. Il n'y a pas peur. Ah, t'as vu ça? Allô, allô. Donc, juste une petite introduction pour vous parler de notre association. Donc, depuis 2018, ça marche? Ouais. Depuis 2018, notre association a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont touchées par le cancer. Et donc, de différentes façons, on va pouvoir les aider. Donc, en premier lieu, nous avons pensé à offrir des shootings photos. Voilà, c'est comme ça que l'association a commencé. Donc, nous offrons des shootings photos à toutes les personnes. Et c'est un moment où elles sont entourées par des professionnels de santé, des professionnels médicaux, paramédicaux, par toute une équipe de socio-coiffeuses, socio-esthéticiennes, maquilleuses, masseuses, des fois, ça dépend des shootings. Et puis ça va leur permettre de reprendre confiance en elles, de travailler sur leur image, et puis de retravailler la confiance en soi, voilà, qui est important. Cette année, nous avons voulu faire une rétrospective de tous nos shootings photos, et donc nous avons proposé aux commerçants de Dijon de mettre cette exposition dans leur vitrine. Et donc nous avons plus de 90 photos qui sont exposées de la place d'Arcy à la place de la Libération. Et un point fort aux Galeries Lafayette, où nous avons l'exposition qui a été faite cette année dans la ville. Dans la ville, parce qu'on avait envie de montrer aussi les différents monuments et petits coins de cette ville qui est quand même belle, Dijon. On a aussi des photos qui voyagent, qui ont voyagé cette année. Certaines photos sont parties sur Poligny, d'autres sur Besançon. L'année dernière, on avait même une expo qui était partie sur Paris, donc on était fiers. Et puis, on a créé un QR code, et en flashant ce QR code, on pouvait retrouver exactement toutes les expos qu'on avait sur Dijon et l'agglomération, parce qu'on a eu aussi une expo à la Cervoiserie, une expo à Leroy Merlin, une expo à la Clinique Valmy, à Magic Form. Et puis, certaines photos sont venues avec nous pendant des temps forts pour la prévention. Et donc, on est allé sur Quetigny, sur Longwy, sur la marche aux espoirs, à la gare, et puis sur plusieurs rencontres sportives. Voilà, les clubs sportifs aiment bien aussi faire de la prévention, donc on les suit. Voilà, voilà. Et puis du coup, on organise aussi diverses manifestations pour pouvoir récolter de l'argent. Et cette année, donc, nous avons organisé 2 grosses manifestations, un dîner-gala, voilà, qu'on a organisé au Crusoe, et on a quand même réussi à avoir 3 artistes, Emma Domas, Imani et Native. On a passé une super bonne soirée. Et c'était génial.
Voilà, les artistes ont vraiment été super sympas. Elles se sont prêtées aux dédicaces, séances photo à la fin du spectacle. Et puis la dernière manifestation en date, la Saint-Vincent-des-Soupes, où on a quand même réuni presque 200 personnes pour venir déguster avec nous nos soupes. Et cet argent, donc récolté, va aller sur Dijon et l'agglomération, dans les instituts et les hôpitaux de la région. Donc soit par des dons financiers, soit des dons matériels. Voilà. Mais ça nous tient à cœur que l'argent reste sur Dijon et l'agglomération pour que ce soit vraiment les malades de la région qui profitent de nos actions. Et bien voilà, maintenant je vais laisser la parole à Laurence. Voilà. Alors, je vais vous faire la lecture d'un petit bouquin que j'ai écrit essentiellement dans les salles d'attente, ou juste après une entrevue avec un médecin ou avec quelqu'un, et des choses qui m'ont amusée. Je tenais absolument à faire quelque chose de plutôt drôle pour dédramatiser la situation, pour que toutes les dames qui hésitent à aller, les messieurs aussi, hein, puisqu'il y a des messieurs qui ont le cancer du sein, qui hésitent à aller faire le nécessaire pour se faire dépister, y allent. Parce que c'est en dépistant vite, tôt au max. Je casse tout. Laisse. Qu'on réussit à s'en tirer. Donc il faut absolument faire le nécessaire le plus vite possible. Voilà. Donc, mort au crabe. Vous me dites hein, quand vous en avez marre, je m'arrêterai. L'annonce faite à Laurence. Il y a une boule, là, qui ne me plaît pas trop. Le radiologue active son échographe dans tous les sens en reprenant au passage un peu de crème pour rendre plus glissante et fluide la progression agile de son analyse implacable. Eh bien, si vous voulez tout savoir, cher docteur, moi non plus, ça ne me plaît pas particulièrement que vous ayez repéré une boule incongrue sous mon ibar droit. On me conseille de prendre vite contact avec ma gynéco et au revoir mon vieux. La secrétaire me tend une grosse enveloppe, je l'ouvre et en extirpe le procès-verbal de l'analyste. J'essaie de comprendre le jargon médical du compte-rendu, mais peine perdue. Ça ne fait que conforter mon état d'élétude devant la situation. Ça déclenche même un rire, oh, très court, hein, juste un petit ricanement. Me voilà parti, comme un zombie, ma mammographie sous le bras, l'esprit vide, dans un état un peu bizarre de dédoublement de la personnalité. Je me vois marcher dans la rue, frôlée par des bagnoles qui se rendent je ne sais où, à toute berzingue. Ma tête bourdonne de questions auxquelles je donne 36 000 réponses. Une boule. Ça pourrait être bénin. Ah, ça pourrait aussi être grave, hein, cancéreux, voire mortel. Mais ça peut n'être qu'une pauvre petite boule de rien du tout qui vient titiller mon anxiété. Une femme sur 8 touchée par le cancer. Ce serait quand même le diable si moi, Laurence Gau, était l'élu. Et puis, si bien même cette sale bestiole a réellement pris d'assaut mon sein droit. Je suis une héroïne. J'évite peut-être à d'autres, mes filles par exemple, d'être touchées. Ou bien des amis chers, des chouettes nanas. Il y en a certaines par contre pour lesquelles je ne voudrais pas trinquer. Hein. En fait, je pourrais être considérée comme un preux chevalier qui affronte le vilain dragon à pince pour sauver pléthore de gentes dames. Ouais, enfin, n'importe quoi, je divague. Et si je faisais comme si de rien n'était, politique de l'autruche? Je ne fais rien de plus, ni examen, ni consultation d'un spécialiste. J'oublie le passage à la mammo, je rentre peinarde à la maison, je mange une petite tomate mozza. L'examen de ce matin? Non. RAS, nos soucis. Bon allez, pas de panique, on se fera du mouron plus tard, quand ou bien si c'est nécessaire. Ma gentille gynéco me sort rapidement de mes hésitations et lucubrations. Il faut aller dardard au centre anticancéreux. Pour elle, c'est du sérieux. Aucune hésitation à avoir, pas d'état d'âme, donc je fonce. Je suis presque soulagée d'avoir ma feuille de route. Ça doit être plus facile d'être simple soldat que général.
Me voilà devant le temple dédié à la lutte contre le dieu dévastateur, l'horrible malfaisant qui, sous la forme populaire d'un crabe, et souvent rien qu'à l'énoncé de son nom, engendre peur et angoisse. C'est une vraie ruche, cet hôpital, ça fourmille de partout. Des gens se croisent, arpentent les couloirs, montent, descendent des marches comme des petits robots bien réglés qui savent où ils vont. D'autres, des nouveaux comme moi, hésitent, s'arrêtent, déchiffrent les panneaux avant d'arriver à bon port, tels des touristes égarés, sauf qu'ils n'ont pas la petite Bible verte entre les mains. Dans le vif du sujet, le passage par la biopsie s'impose. Un joli petit docteur de bande dessinée, la soixantaine joviale, lunettes rondes, cerclées de métal, m'explique ce que mon pauvre sein fautif va devoir subir. Une larme de crème anesthésiante et une petite picouse pour remettre une deuxième couche d'anesthésie. Apparaît une grosse seringue digne du professeur Maboul pour choper quelques morceaux de la boule suspecte. Enfin, je devrais dire des boules, car entre-temps, les ganglions sous l'aisselle droite en ont profité pour se faire remarquer. Ils se sont sûrement sentis délaissés, les pauvrets, et pour attirer l'attention, ils se sont gonflés d'importance. À chaque ponction, l'appareil a un bruit sec de gâchette de Colt qui claque à vide. L'examen se fait sous échographie, et le petit bitonio enquêteur suit sa course endiablée sur la façade est de mon sein malmené. Le docte préleveur, qui doit sans doute avoir vu des centaines de tumeurs malignes sur son écran d'échographie, ne tergiverse pas. Vu son expérience, vu l'apparence de ma boule intrusive, il vaut mieux que je passe directement par la case chirurgien. À l'œil nu, le praticien a détecté que ce n'est pas bon. Mais pas la peine d'attendre les résultats, ne pas perdre de temps, il me dit cela avec un gentil sourire, la tête légèrement penchée sur le côté. Après ce nouveau coup sur la calebasse, mon optimisme légendaire commence à prendre l'eau. Moi qui essaie toujours de minimiser les choses graves et qui recule résolument le moment où il faut envisager le pire, eh bien je suis servi. Mais enfin je résiste encore. Si ça n'est effectivement pas bon, ce n'est peut-être pas si mauvais. Bienvenue au club. Et allez hop, un nouveau rendez-vous, le second après la biopsie, sur le beau carton bleu qu'on m'a préparé à l'accueil. Ce carton atteste qu'on entre dans le club de plus en plus ouvert des hommes et des femmes agressés sournoisement par le crustacé maudit, le crabe assoiffé de vie humaine, celui dont on craint même de prononcer le nom, la sale bête, le tristement célèbre cancer. L'accueil du centre anticancéreux est le lieu où on dispatche les patients. C'est le centre de tri, en quelque sorte. Nous sommes tous bien sagement alignés pour attendre notre tour, souvent accompagnés de notre malheureuse moitié qui angoisse sûrement autant, voire plus que nous. Tous, nous avons à la main notre petit carton bleu, notre signe de reconnaissance. Les regards se croisent, des sourires entendus, un peu tristes, dans lesquels on lit « Ah, vous aussi ». Les femmes présentes portent souvent des foulards noués sur leur calvitie. Ah non, il faut dire sur leur alopécie. Très moche ce mot. Il faudra en trouver un autre. On devrait lancer un concours. Je me fais la remarque absurde que si le port du voile devient répréhensible, il faudra brandir notre petit carton bleu pour expliquer que nous sommes autorisés exceptionnellement à nous coiffer de ce morceau de tissu. Là, je divague encore. C'est fou ce que l'esprit, déboussolé par un environnement stressant, peut s'égarer dans des pensées incohérentes. À côté des belles enturbanées, d'autres femmes arborent une chevelure étonnamment abondante sur un visage totalement imberbe au teint cireux. Leurs yeux dépourvus de cils, fades et imprécis, sans le cadrage des sourcils, me rappellent un portrait d'Élisabeth Ier sur mon livre d'anglais. Tout ça me flanque un peu le plomb, mais ça ne fait aucun doute. J'échapperai à la chimio. Je n'aurai qu'une petite radiothérapie de rien du tout. Un gros coup de soleil sur le sein, et basta. Les belles dames que voilà. Dans la salle d'attente du chirurgien, une dizaine de jours après la biopsie, je feuillette des revues spécialisées dans la mise en valeur des femmes atteintes du cancer. Les photos du magazine Rose mettent en scène des femmes très belles, bien maquillées, bien habillées, souriant de toutes leurs dents blanches
que découvrent leurs lèvres onctueuses au rouge parfaitement appliqué. Sur leur crâne, elles portent toutes des étoiles, admirablement entortillées. Rien à voir avec les pauvres dames palichonnes que je croise dans les couloirs, terne tentative d'imitation de ces mannequins éphémères auxquels il leur semble nécessaire de ressembler. À cet effet, le centre propose des cours sur la façon de s'enrubanner élégamment d'un foulard ou autre chèche. On apprend aussi à se maquiller, à se détendre, à parler de ses angoisses et à gérer son stress. Ces propositions sont fort louables, mais dans mon état d'esprit du moment, ça m'inquiète beaucoup d'avoir à focaliser mon attention sur le futur look de ma petite personne ou sur l'état de mon équilibre moral. Je veux guérir, un point, c'est tout. Je me rendrai compte de l'importance de ce genre de démarche plus tard. En fait, tous ces articles sur des femmes artistiquement apprêtées partent d'un bon sentiment. Que les pauvres nouvelles recrues ne pétochent pas trop à l'idée de perdre leurs cheveux, leurs poils, voire même 1 ou 2 seins. Heureusement que les femmes n'en ont pas plus, ça limite. Sur le papier glacé, ces belles dames ont l'air de dire « Vous voyez, on peut rester jolie, même sans un poil sur le caillou. Courage aux femmes, soignez votre look, ça vous occupera l'esprit. C'est toujours ça de prix sur l'angoisse qui vous étreint depuis l'annonce fatidique. » L'allure de toutes ces dames aux bandeaux de traviole croisées dans les couloirs est bouleversante. Elles sont touchantes dans leur désir de paraître. Mais on sent sourdre la tristesse, parfois le désespoir, sous les airs fiéraux et les sourires qu'elles tentent d'afficher sur leur visage imberbe. Et pour la petite dame, ce sera quoi? Une jeune interne en blouse blanche entre dans la salle d'attente du chirurgien et prononce mon nom avec conviction et presque une pointe d'enthousiasme. « Madame Go ?» Est-ce bien moi? Je regarde autour de moi, il semblerait que oui, car personne d'autre ne bouge. Bon, bah, faut y aller. Nous, ma moitié est venue avec moi, suivons la jeune femme dans la salle de consultation. Et là, oh, surprise, l'interne s'assoit en face de moi et disparaît presque, happée par l'énorme fauteuil pivotant derrière le bureau magistral encombré d'un tas de dossiers. Elle s'adresse à moi avec un large sourire. C'est elle le chirurgien? Enfin, la chirurgienne en l'occurrence. La personne qui va avoir la lourde responsabilité de couper et de trancher allègrement dans mon doux nibarde de droite, c'est cette gamine. Je lui donne, allez, 30 ans toute mouillée. D'un autre côté, ça me rassure plutôt. Quelqu'un de frais dans le métier doit se tenir au parfum de toutes les nouveautés médicales. Elle ne doit pas être encore prisonnière du train-train quotidien de l'habitude, qui parfois fait oublier que les choses évoluent inexorablement. En fait, j'essaie de m'en convaincre pour calmer mon angoisse. Et puis, c'est une femme. Chouette. Je suppose qu'elle sera plus sensible qu'un homme au côté esthétique de l'opération, qu'elle évitera les balafres disgracieuses. La jeune chirurgienne commence alors les explications inhérentes aux résultats de la biopsie. Effectivement, comme me l'avait annoncé le petit docteur préleveur aux lunettes cerclées de fer, les analyses ne sont pas très bonnes, c'est le moins qu'on puisse dire. Le cancer est agressif, HR2, presque comme le petit robot de la guerre des étoiles. Et 3 étoiles, c'est le grand luxe. On va profiter de l'opération pour me placer sous la peau, au-dessous de ma clavicule gauche, une chambre et un petit tube qui pénètre directement dans la veine pour permettre de perfuser plus facilement lors des chimios. Bon, placez donc la chambre où vous voulez, hein. Même la cuisine et la salle à manger, c'est le corps vous en dit. On fera tout en une fois. La boule au sein, les ganglions sous le bras, qui sont touchés eux aussi, ce serait dommage, et l'installation de la chambre par la même occasion. Super! 3 interventions pour le prix d'une. Mon homme assis sur la chaise à côté de moi est tout pâle. Je ne suis pas très fière non plus, mais je préfère crâner, faire comme si on me donnait une recette de cuisine. Ah bon? Ouais, d'accord. Très bien. Combien de temps? Quand? Oh bah oui, faisons ça comme ça. Pas de problème. Je craquerai plus tard si c'est nécessaire. Puis, après m'avoir ausculté, la jeune chirurgienne me donne en détail la description de l'intervention à venir. Je vais inciser là, autour de l'aréole, extraire le nodule et ensuite je retirerai la chaîne de ganglion sous le bras en pratiquant une autre incision de là à là, du bout des doigts. Elle montre le trajet futur de son scalpel. Et pour la petite dame, ce sera quoi? Un peu de mou pour son chat? J'ai aussi de la hampe bien tendre. Oups.
J'ai un peu de mal à déglutir. Mes yeux me picotent. Faut pas que je pleure, pas ici. Faut que je sois forte. Je concentre mon regard sur la jeune femme qui répond gentiment à mes questions. Est-ce que je peux passer en ambulatoire? Oh bah oui, pourquoi pas de problème. Est-ce que mon sein risque d'y rester? Oh bah non, on vous le laisse. Ouf, enfin une nouvelle qui est bonne. Faut profiter. Et allez hop, on me rajoute quelques lignes sur mon joli carton bleu. Anesthésiste, oncologue, infirmière conseil, PET scan. Trop mignon le nom. PET scan qui évoque un petit toutou ou un joli chaton. Un PET au scan. Le jour du PET scan, il faut venir à jeun. C'est ça le plus difficile, déclare en souriant une dame d'un certain âge, assise sagement dans la salle d'attente avec son sac à main sur ses genoux. Il est 11h, j'ai rendez-vous à 11h15. Eh bien nous devions avoir le PET scan à 10h. Vous vous rendez compte? Et nous n'avons rien mangé depuis hier soir, déclare la dame en hochant la tête en signe de reproche. Elle est accompagnée d'un vieux monsieur souriant. Je ne sais pas lequel des deux doit passer l'examen, mais jusque dans la maladie, ils ne font qu'un. Jusque dans le jeûne, ils ne mangeaient ni l'un ni l'autre. Je ne me voyais pas manger quelque chose alors que lui n'y a pas droit. Ce doit donc être monsieur qui va être PET scanné. À 12h30, nous sommes toujours dans la salle d'attente des non-injectés. Et oui, quand on est injecté, on ne peut pas côtoyer les autres qui ne sont pas encore passés par la case injection, car on est radioactif. Il y a donc 2 salles d'attente. J'ai lu avec attention le dépliant qui donne les infos sur le passage au PET scan. Pendant quelques heures après l'injection du produit, votre urine est radioactive. Attention aux éclaboussures. Il faut bien viser sous peine de trouver vos godasses. On indique même qu'il faut tirer la chasse 2 fois. Ne pas non plus approcher des enfants en bas âge. J'imagine que dans la nuit, on doit être phosphorescent. Ou alors nos yeux doivent éclairer le chemin dans le noir grâce à un faisceau lumineux. L'attente commence à être longuette. 12h30, personne n'a bougé. La petite dame a cessé de commenter, lassée sans doute par le manque de réaction de l'auditoire. Enfin, nous apprenons qu'il n'y aura pas d'injecté aujourd'hui. Le PET scan est en panne. Le couple de papy-mamie est désolé. Ils viennent de loin. Et surtout, au cas où ce soit passé inaperçu, ils n'ont rien mangé depuis hier soir. Mon rendez-vous est repoussé de 2 semaines. L'angoisse. C'est cet examen qui doit signaler la présence de cellules cancéreuses ailleurs que dans mon sein gangréné. J'ai l'impression que ces saloperies de cellules vont en profiter pour proliférer et faire la java partout dans mon organisme. Elles vont faire des petits et se balader impunément dans tout mon corps. Surtout au niveau du foie. J'ai vu que ça pouvait être le cas sur Internet. Et le foie contaminé, c'est embêtant. Ah oui, en passant. Mais bon, c'est enfoncer des portes ouvertes. Surtout, ne jamais aller chercher des renseignements sur Internet. C'est comme les horoscopes. Ça colle toujours parfaitement à votre cas. Et en moins de 2, vous vous retrouvez souffrant de 1000 maux, tous plus mortels les uns que les autres. Il va donc falloir attendre tout ce temps pour être fixé sur l'étendue des dégâts. Je suis presque désespérée. Il faut quand même faire bonne figure. Hein. Sourire, rester de marbre. Nous sommes vendredi, mon opération est prévue lundi. Quand faut y aller, faut y aller. Je dédicace mes romans jeunesse au salon du livre Croque-mi-livre tout le dimanche. Ouf, ça m'évitera de trop cogiter. Demain dès l'aube. Ça y est, on y est. C'est le jour de l'opération. 7 dames, dont moi, attendent en silence l'heure de l'exécution. Toutes nous sommes accompagnées de nos moitiés bien mariées. Une jolie infirmière extrêmement tonique, pleine d'allant, déboule dans la pièce, style chauffeuse de salle. Alors les cancéreuses, on est prêtes pour l'opération. Dans quelques heures, on n'aura plus les boules. Allez, suivez-moi, youpi, haut les cœurs. Bon, j'exagère. Mais c'est vrai que son dynamique discours, exprimé différemment, bien sûr, de ce que je rapporte plus haut, m'a surprise. Et la voilà partie, en trottinant allègrement dans un dédale de couloirs tortueux, d'escaliers métalliques étroits, suivis tant bien que mal par la file des condamnés, leurs valisettes et leurs accompagnants. Elle nous explique que nous prenons des raccourcis. Il fait sombre. On va rencontrer le grand méchant loup, j'en suis sûre. Après cette course échevelée, nous voilà arrivés à bon port. Nous sommes tout alignés le long du mur. Notre guide enchaîne.
Je vous donne votre numéro de chambre, retenez-le bien. La 8 pour Madame Machin, la 6 pour Madame Chose, la 9 pour Madame Truc, et Madame Bidule à la 12. On dirait le tirage du loto, mais là, tout le monde gagne. J'entre dans ma chambre, numéro 4. Pas de lit, mais un fauteuil médicalisé dont le mécanisme électrique permet de prendre n'importe quelle position. Ça m'occupe déjà un bon moment avant de comprendre le signalétique de la télécommande. Ou alors j'ai déjà des métastases au cerveau. On se retrouve les jambes en l'air, la tête en bas, on monte, on descend, c'est très rigolo. Mais beaucoup moins drôle que la jolie chemise en papier gaufré d'un magnifique bleu roi, dont l'attache au dos ne permet pas de boucler complètement l'échancrure. Heureusement que tout a été prévu. Pour ne pas se retrouver le cul à l'air et tomber dans l'indécence, un boxer short bouffant d'une nuance d'un bleu légèrement plus clair complète la parure. Le clou du spectacle est certainement la superbe Charlotte assortie que je décide de ne porter qu'à l'ultime moment avant l'entrée en salle d'opération. On a sa fierté quand même. L'image que me renvoie le petit miroir au-dessus du lavabo est délicieusement ridicule. Ça me fait bien rire. J'ai envie de faire plein de grimaces. Grand merci au créateur de cette tenue ridicule et hilarante. Tout amusement est bienvenu en ce moment. Une infirmière tout sourire m'installe un cathéter. J'adore ce mot. Comme s'il y avait une intervention divine et une intrusion dans l'infini. Cathé, éther. Et hop, me voilà embarqué pour l'opération. Je coiffe ma Charlotte. Chercher à rester digne n'est plus d'actualité. Arrivée dans la salle, balai d'infirmières toutes plus avenantes les unes que les autres. Elles me caressent les cheveux, que j'ai encore. On m'a prévenu qu'ils allaient bientôt plier bagages. Il y en a même une qui m'appelle ma douce. Si elle savait le nombre de fois où je me suis fait exclure du terrain de handball, elle réaliserait que cet adjectif peut difficilement me qualifier. Mais malgré tout, ce terme affectif est presque tendre, me fait plaisir, me rassure. Comme à chaque fois qu'on m'anesthésie, j'essaie de résister, d'être plus forte que le produit, mais heureusement, c'est jamais le cas. L'after. Je me réveille en larmes. Pourtant tout va bien, je crois que je suis bien vivante. Je demande à une infirmière penchée au-dessus de moi si mon opération de l'appendicite s'est bien passée. Elle glousse et me dit que oui. Peu à peu, je reprends mes esprits. J'essaie de tâter l'emplacement de mon sein droit, mais il n'y a qu'un gros pansement et je n'ose pas trop trifouiller. J'ai bien l'impression qu'il est encore là. Mais j'ai lu à de nombreuses reprises que les amputés gardaient souvent la sensation de leurs membres disparus. Sous le bras, c'est aussi un sacré chantier. Bon allez, je préfère me rendormir. Petite promenade dans les couloirs, défilé des lumières des néons que mon chauffeur de lit suit avec dextérité, et me voilà dans une chambre côté fenêtre. Ma voisine me salue et continue de suivre avec grande attention un feuilleton apparemment passionnant. Je crois que ce doit être les feux de l'amour, ou un truc du genre. Il parle rudement fort en tout cas, et échange des propos d'une haute qualité philosophique. En fin d'après-midi, je ne suis pas sûre du temps écoulé, encore à moitié gnocchi par l'anesthésie, la jeune chirurgienne s'assied familièrement à côté de moi et m'explique que je ne vais finalement pas passer en ambulatoire. Ah, ça je l'avais compris, hein, vu l'heure. Je reste la nuit. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai les jambes en queue de pâquerette, je n'aurais pas pu me lever. Elle m'a ôté la boule repérée à la mammographie, mais on a découvert deux autres dans le périmètre de sécurité. Périmètre de sécurité, c'est environ 2 cm qu'on gratte autour de la dite boule. Et celles-là de boule, elles étaient passées incognito à la mammographie, des clandestines, ni vues ni connues. Elle a aussi retiré tous les ganglions sous le bras, un curetage. En fait, c'est très religieux comme opération. Après le cathéter, voilà qui pas qu'intervient monsieur le curé. Ça a été assez sportif comme intervention, semble-t-il. Ma gentille chirurgienne a dû appeler une autre spécialiste à la rescousse pour l'aider à éviter de toucher le nerf du bras. Je lui en sais gré. Si je peux encore me servir de mon bras droit pour abattre une ou deux cloisons, monter un mur en pierre sèche ou assouvir ma passion pour le bricolage, ou aussi utiliser ma tronçonneuse pour créer quelques sculptures supplémentaires, ça m'arrange. Le hic, c'est qu'il faut repasser sur le billard après la première série de chimio pour bien nettoyer le terrain, en mai ou en juin. Chouette! Mais il faut voir tout ça avec l'oncologue. Encore un mot moche. Oncologue.
Ça fait onctueux, comme si on allait vous enrober d'un nappage sucré pour faire passer la pilule. Je crois que je préférais cancérologue, au moins on savait où on allait. Enfin bon, on me garde cette nuit et plus si affinité. Mais vaincu par les dialogues hyper intello des feux de l'amour et des ronflements de ma voisine de chambre, charmante par ailleurs, je décide de rentrer chez moi dès le lendemain midi. Et je ne rentre pas seule. Je suis suivie comme mon ombre par mon redon et la bouteille très décorative qui recueille ce que le redon redonne, un liquide rougeâtre du plus bel effet. Home, sweet home. Il n'y a pas à dire, on se sent beaucoup moins malade quand on est chez soi. La première chose qu'on fait en rentrant, c'est de tenter de voir le champ de bataille. Et ça, c'est pas toujours facile. Les pansements volumineux dressent devant mes doigts un rempart molletonné que je m'empresse d'écarter en me contorsionnant devant la glace. J'aurais mieux fait de ne pas regarder. On donne encore dans la charcuterie. Sous le bras, un sillon impressionnant tranche le creux axillaire. Des petits morceaux de ficelle dépassent des lèvres de l'entaille. Idem pour le sein. Des tiges d'un joli beige jaillissent de la couture qui suit habilement le dessin de l'aréole. Un petit tuyau à mi-chemin entre le sein et l'aisselle alimente le dit redon. La présence envahissante de la bouteille pleine de liquide est le problème le plus épineux à résoudre. Je finis par trouver une solution satisfaisante. Après avoir entortillé le tuyau, noué un élastique autour et fixé le tout dans un passant de mon jean, j'attache la bouteille à ma ceinture, comme Lucky Luke. Il faut juste garder en mémoire le système de fixation lorsqu'on ôte son pantalon sous peine d'arracher tout le bazar. Chaque jour, l'infirmière vient et calcule la quantité de liquide que le redon a rendu. J'attends avec impatience d'atteindre le niveau minimum requis pour retirer le petit tuyau qui est quand même très inconfortable pour dormir. Si on se tourne trop brusquement, la bouteille choit en faisant un bruit du tonnerre et réveille la chambrée. Impossible de dormir du côté droit, mon préféré. On risque de faire un coude dans le tuyau et de bloquer l'évacuation. Je suis condamné à rester sagement sur le dos, mains croisées sur le ventre ou le long du corps comme un défunt sur son lit de mort. Et il paraîtrait, de source sûre, que dans cette position, on ronfle. Yaka Faucon. Quand on est malade, tout le monde autour de soi y va de son conseil ou de son expérience en la matière. Même si le cas n'est pas totalement identique, chacun a sa petite histoire. Tu devrais aller voir machin. Il fait des miracles. Oh, moi, je connais un chaman qui... En priant 18 fois par jour et en crachant 3 fois par-dessous ton épaule, on peut... J'ai une amie qui a eu la même chose que toi et elle a suivi. Je viens de lire un article et ils disent de... En général, ça part d'un bon sentiment. Mais c'est parfois un flop, voire une maladresse indicible. Comme ce monsieur qui promène son chien en compagnie d'une amie à laquelle je donne des nouvelles de mon traitement. Il m'explique très gentiment et sans aucune intention de blesser que sa sœur a traversé les mêmes affres de la maladie que moi, cancer du sein. Eh bien, elle est allée acheter des médicaments en Suisse. Jusque-là, rien d'inquiétant. Mais bon, rajoute-t-il plein d'innocence, ça l'a pas empêché de décéder. Merci du conseil, monsieur. Ça me donne bien la pêche, ce que vous me racontez là. Mais quand les avis émanent du milieu médical, on les prend un peu plus au sérieux. À la pharmacie, on me conseille de voir un nutritionniste du coin. Ils ont eu des échos encourageants de son suivi. C'est un médecin qui a eu de bons résultats auprès de patients atteints d'un cancer et traités en chimio. Ces personnes ont mieux encaissé les effets secondaires de la chimio. Bon, soit, je suis ouverte à toute intervention qui puisse m'aider à sortir de cette sale passe en restant dans le meilleur état possible. Je prends rendez-vous, un matin, 11h. Ma super copine se propose de m'accompagner, elle est sympa. Je ne suis pas encore au mieux de ma forme, toujours suivie de mon redon, pour conduire une voiture. 11h15, 11h30, 12h, personne n'est encore sorti du cabinet du médecin nutritionniste. Dans la salle d'attente, où 3 autres personnes attendent, je boue. J'envisage de partir, mais mon amie, soucieuse de ma santé, insiste pour que nous patientions encore un peu. 12h30, enfin la porte s'ouvre et le médecin apparaît. C'est une femme. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un féminin de médecin. Une médecine? Non, ça ne colle pas. Docteur, il y a doctoresse, mais médecin, il n'y a pas. Elle semble en mauvaise forme et est fortement enrhumée. Je suppose que c'est pour cette raison qu'elle n'esquisse
pas le moindre sourire. Dans son cabinet, elle m'explique comment l'alimentation et certains produits naturels peuvent aider à surmonter les effets indésirables des traitements. Bon, jusque-là d'accord. Elle développe en long en large l'impact de l'alimentation sur la santé. J'en doute pas un instant. Mais son discours est un peu trop technique et j'ai l'esprit lent et cotonneux par les temps qui courent. Je ne comprends plus grand-chose, je décroche. J'entends sa voix, mais je ne saisis pas le sens de son discours. J'ai qu'une envie, c'est de retourner dans mon lit pour piquer un petit roupillon. Après une bonne demi-heure, le médecin conclut qu'il me faudrait un produit qu'on ne trouve pas en pharmacie. Il faut le commander au Royaume-Uni. Bon, soit, je suis d'accord avec vous, à l'heure qu'il est, j'en ai marre et je voudrais en finir. L'inconvénient, c'est que c'est un peu cher. Mais comme elle a un compte chez le labo Outre-Manche, elle peut me faire bénéficier d'un rabais intéressant. Le traitement reviendrait à 100 € par mois. Alors, que décidez-vous? Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Ben voyons, j'en ai la chic coupée. Je peux faire comme je l'entends. Elle doit pourtant réaliser que j'ai plus vraiment la capacité d'analyser le bien fondé de la proposition dans la situation où je suis. Parce que toi, t'es là, sur ta petite chaise, en face du praticien qui incarne le savoir médical. T'es assise, les mains sur les genoux, avec la bouteille de redon à ta ceinture qui fait une bosse sous la chemise ample que t'as empruntée à ton mari. Tu traduis la question. Vous voulez guérir ou bien? Qu'est-ce que tu fais alors, hein? Tu ne peux pas prendre le risque de laisser la salpette se développer. Ben, la gorge serrée, tu dis, bah ouais, d'accord. Tu donnes ta carte bleue pour que le docteur puisse t'inscrire et programmer des livraisons chaque mois pendant 6 mois. Mais c'est pas tout. Il faudrait aussi faire des prises de sang pour voir s'il y a des manques notoires. Bon, cet examen est payant, bien sûr, et pas remboursé, évidemment. L'analyse de base est à 125 €, mais le grand jeu à 250. Bon, ce dernier est quand même plus complet si on veut vraiment être efficace. Et quand j'aurai les résultats, il faudra que je revienne consulter la dite nutritionniste pour mettre au point un traitement complémentaire. Elle me confie un petit nécessaire à prise de sang avec 4 fioles en verre. Et il y aura une infirmière qui viendra procéder au prélèvement. Il faudra ensuite envoyer tout ça au labo à Metz. Puis, elle rédige une ordonnance pour d'autres produits, la plupart non remboursés bien sûr, que je me procurerai à la pharmacie. Je dois reconnaître que le mélange prescrit pour les nausées a été radical. C'est un sirop à base de réglisse à avaler avant de ressentir les maux de cœur qui suivent les chimios. Ce sirop est redoutable, d'un goût répugnant et gerbogène. Dès que je l'ingurgite, je suis malade. C'est là où il est radical. Il suffit de ne pas le prendre pour ne pas vomir. J'ai la tête comme une citrouille, je dis oui à tout, et ma copine me ramène à la maison congestionnée, rouge comme une pivoine, avec l'impression très désagréable de m'être fait manipuler comme une bleue. La réception du premier paquet de remèdes miracles me conforte dans cette idée. Je découvre des sachets de compote de pépins de raisin pour 1 mois. 1 par jour pour 100 €. Ça fait cher le bon pote. Je réussis à tout annuler. Je ne ferai pas non plus la prise de sang, j'en ai marre. Je ne ferai que ce que le centre Leclerc me conseillera. Un point c'est tout. Faut pas couper le cheveu en 4. L'épisode perruque est assez cocasse. À ce stade de l'aventure, on ne réalise pas encore complètement qu'on va se retrouver sans un poil sur le caillou. On prend ça comme un jeu. C'est souvent un fantasme de changer de tête et d'essayer un tas de perruques de tous les acabits. Le premier perruquier consulté est un pro du postiche, un spécialiste dans le dépannage cancéreux. J'arrive dans la boutique accompagnée de ma fille aînée. Elle a l'intention de passer un bon moment à voir sa mère se couvrir de perruques et de ridicules avec délectation. Je suis subjuguée par la déco du milieu, de petites dentelles, des froufrous, des fleurettes, des colifichets du plus bel effet. Tout ce que j'aime. On me fait asseoir et on me traite avec une déférence presque inquiétante, comme on le ferait avec une condamnée. On me propose un café ou une boisson fraîche. C'est louche. Mais c'est une perruque que je veux, moi. Les dames sont charmantes, dégoulinantes d'attention. C'est presque trop, c'est pas naturel. Ça veut dire, ma pauvre, vous avez un cancer, faut qu'on vous entoure, faut qu'on vous bichonne, vous n'en avez peut-être plus pour longtemps, et puis si on peut vous vendre une perruque au passage, très chère. Enfin bref, j'ai encore l'impression qu'on va me prendre pour une poire. Bon allez, donnons-leur une chance. L'essayage commence. Comme j'ai encore des cheveux et une belle masse de surcroît, les perruques ont du mal à emboîter mon crâne. Elles restent perchées au sommet de ma tête, ridicule.
Ma fillotte et moi nous bidonnons sous l'œil bienveillant de la perruquière. Je passe de la mémé frisottée au caniche à la cougar coupe courte à l'aiglon, ça en fait des bestioles, en passant par la dépressive cheveux plats et raides dont on ne voit pas les yeux sous la frange trop longue. Ah, j'oubliais. L'excité juvénile aux anglaises à ressort. Finalement, l'une des chevelures factices me semble moins incongrue que les autres. J'en demande le prix, et là, je manque tomber de mon siège jubolé et reste quad de saisissement. 780 €. Il y a du racket dans l'air. On exploite le malheur des gens. Prenant mon silence pour argent comptant, si seulement, la dame continue de me vanter l'article. Selon elle, du point de vue couleur, celle que j'ai testée convient parfaitement. J'avais envisagé un ton plus foncé, plus proche de ma couleur d'origine. Mais elle me le déconseille. Trop foncé. Avec le teint jaune que je ne vais pas manquer d'avoir après les chimios, ma perruque va faire tache. Réjouissant le tableau. De toute façon, elle n'en a pas d'autre en réserve. Le châtain clair est la seule dans ce modèle. Elle me propose aussi du rimel transparent pour ralentir la chute des cils. Je n'avais pas pensé à cette disparition-là. Il faudra aussi envisager de me tracer de faux sourcils, comme Betty Boop, à l'aide d'un feutre brun foncé waterproof. Je repars de la boutique, sans perruque, mais avec le rimel miraculeux. Après tout ce déballage d'énergie, je ne pouvais pas partir décemment sans prendre quoi que ce soit. J'ai dans la tête l'image d'un visage jaunâtre, imberbe, avec un merveilleux arc de sourcils tracé au crayon gras et coiffé d'une perruque ridicule. Je ris jaune en blaguant avec ma fille, toujours crânée. Le second perruquier consulté me convient mieux. Pas de fioriture ni falbala, on entre directement dans le vif. La perruque. J'en ai ces deux, l'une d'elles, coupe mi-longue, châtain foncé correspond à mon visage, enfin me semble-t-il. Il paraît que je ressemble comme deux gouttes d'eau à Florence Foresti d'ailleurs. D'ailleurs, c'est sous ce pseudo que certaines des infirmières du centre Leclerc me saluent lors de mes passages à l'hôpital de jour. Il va falloir que j'écrive des sketchs pour amuser la galerie pendant les chimios. Bon, me voilà prête, il n'y a plus qu'à attendre que le cheveu tombe. Toute première fois, toute première fois. La première chimio est une aventure quelque peu déstabilisante. Les sentiments qui m'animent sont assez contradictoires, comme presque tous ceux que j'ai ressentis depuis l'annonce du cancer. Une certaine appréhension déjà, mais aussi une sorte de curiosité, comme si j'observais de haut la situation d'une Laurence atteinte du mal tant redouté du cancer. Comment mon corps allait-il réagir au traitement dont j'avais eu tant d'échos peu réjouissants? Mon premier séjour à l'hôpital de jour au centre Leclerc intervient le lendemain de mon retour d'un voyage d'une semaine à Rio. Ma cadette y séjourne pour 6 mois et j'ai voulu lui annoncer de visu l'attaque de la salpette. Je me voyais mal le lui dire par mail, sans pouvoir la rassurer dans la foulée en la prenant dans mes bras et en lui racontant 2 ou 3 conneries pour faire passer la pilule. Après ces 8 jours de rêve en compagnie de mes 2 filles, sous le soleil de Rio, le tout arrosé de caipirinha, comme on n'en boit que là-bas, je suis gonflée à bloc. Enfin bon, gonflée à bloc, c'est moi qui le dis. En fait, le jour J, j'ai l'impression du condamné qui se lève à l'aube le matin de l'exécution. Faut prendre la prémédication anti-émétique pour éviter de vomir. Elle vous rend hermétique, rien ne sort. Bon d'accord, c'est un mauvais jeu de mots. Et procéder à la pose du timbre anesthésiant sur la chambre sous-cutanée. C'est là qu'on va piquer pour distiller les produits chimiques qui vont flanquer une rouste aux cellules cancéreuses. Arrivé à l'hosto, prise de sang, visite à l'oncologue qui donne son feu vert pour la commande de la chimio près du labo pharmacie de l'hôpital, puis installation de le box avec 3 lits fauteuils médicalisés. Attente. L'infirmière arrive avec les poches commandées, vérifie mon identité, ma date de naissance, pique dans la chambre et démarre la machine qui envoie les produits dans l'organisme. Le bruit rythmé du système électronique de la perfusion finit par ressembler à une mélodie transcendantale. Je m'endors pour être réveillée une demi-heure plus tard par une alarme. La première poche est terminée, on attaque la suivante, puis une autre encore. Les 3 premières séances, espacées de 3 semaines, sont éprouvantes. Je suis burk pendant 3-4 jours après chaque séjour à l'hôpital de jour. Les FEC me rendent malade, mais j'étais prévenue. Alors une femme prévenue en vaut 4, que 2 pour les hommes. Le moyen mnémotechnique auquel j'ai recours pour me souvenir du nom de cette chimio, FEC,
et des plus poétiques. Je pense des Fèques. Et hop, le tour est joué. J'aurais pu aussi choisir Fenech. Je déteste l'aspect de cet animal et le trouve plutôt moche et inquiétant avec ses grandes oreilles disproportionnées. Quand je pense que dans certains couples, il se susurre des monts Fenech à tout bout de champ, ça me donne la chair de poule. Je perds quelques kilos, c'est l'aspect bénéfique de la FEC. Il faut en trouver des côtés positifs, hein, ça aide. L'équipe des infirmières est au petit poil, toujours tonique, le mot pour rire, je lis des liens d'amitié avec certaines d'entre elles. Laurence et Nathalie viennent même assister à une représentation théâtrale dans laquelle je joue. On m'accueille par des « Bonjour Florence » en référence à ma ressemblance avec la comédienne et bête de scène. Le jour où je dois attaquer le taxotère, l'oncologue m'annonce un changement de programme. On opte pour le taxol. Le taxotère est mis en examen depuis la veille suite au décès de plusieurs femmes traitées avec ce produit. Il y a enquête. Bon, bah effectivement, hein, si on peut éviter de clamser tout de suite, ça peut attendre. Maintenant, les réjouissances changent de rythme. Ce sera donc taxol toutes les semaines, doublé d'herceptine toutes les 3 semaines. Youpi! Et le traitement suit son cours, le train-train s'installe, on se rôde et ça finit par faire partie de la vie quotidienne. Les rencontres sont parfois extrêmement distrayantes, drôles. Certaines patientes ont besoin de parler, d'autres préfèrent se taire. Il y en a des jeunes, pleines de courage et de rire, qui viennent avec leurs copines et qui ont un moral d'acier, enfin qui en donnent l'impression. Pour elles, beaucoup de choses sont remises en question pour la suite, dans le déroulement de leur vie de femme ou de mère. Dans leurs yeux, on voit quand même le doute, l'angoisse de l'avenir, que n'ont pas les plus âgés dont je fais partie. Ces dernières se plaignent plutôt de l'inconfort immédiat, enfin pas toutes. Il y a aussi des mamies gonflées à bloc, pleines d'allants et de projets. Pour la séance de chimio numéro 6, il y a surpop dans la chambre 13. C'est bien ma veine. Quand j'arrive en même temps qu'une autre patiente, les 3 fauteuils médicalisés sont occupés par des dames qui regardent les 2 nouvelles arrivantes, nous donc, l'œil est triomphant. Nous nous installons en chien de faïence sur les 2 chaises de chaque côté de la petite table. Comme ça arrive souvent, j'ai l'esprit qui divague dans des contrées complètement loufoques. Et si à cause du nombre toujours plus important de victimes de la sale bête, nous devions nous installer à 2 par fauteuil. Quelle compagne de lit choisirais-je? Sûrement pas la dame vers la fenêtre. Elle est trop maigre, trop anguleuse. Ce ne serait pas très confort. Celle du bout à droite me paraît idoine. Elle est plus en chair que les autres, sans être trop volumineuse. Et en plus, son air de dire « moi, j'ai un fauteuil ». À notre arrivée, elle a eu un sourire presque narquois, ça lui fera les pieds. Enfin bon, résultat des courses, je fais ma chimio assise sur ma chaise et je ne m'en porte pas plus mal. Toi, mon crâne, mon crâne, crâné, toujours crâné. Qui n'a pas vu son crâne ne se connaît pas vraiment. C'est une maxime à la noix que je viens d'inventer à l'instant. Ça me donne de l'importance pour faire croire que, maintenant que j'ai eu cette expérience, j'entre dans le clan des grands sages. À l'hôpital, on m'a dit que la chute capillaire interviendrait environ 10 jours après la première chimio. Eh bien, pile poil, c'est le cas de le dire, 10 jours après, je me retrouve avec des poignées de cheveux coincées entre les doigts que j'ai passés dans ma luxuriante chevelure pour en tester la résistance. Ni une ni deux, je prends ma tondeuse et je ratiboise le tout. Je ne veux pas être le témoin de cette décadence miteuse et mitée. Je préfère endosser la responsabilité de ma nouvelle tête, rester maître de la situation. Je me surprends maintenant régulièrement à passer des mains sur mon crâne chauve comme j'ai vu mon grand-père le faire très souvent. D'ailleurs, je ressemble à mon pépé, maintenant que j'ai plus un poil sur le caillou. Chaque matin, les premiers jours, quand je me lève, je sursaute de frayeur en découvrant mon image dans la glace de la salle de bain. C'est qui cette nana toute pâle et rasée? Une fervente admiratrice d'Hare Krishna? Autant la disparition des poils sur certaines parties de l'anatomie féminine présente quelques avantages, autant la chute impressionnante des cheveux est un choc. Puis, on s'habitue. C'est plus difficile pour l'entourage. Sans mes cheveux, ils réalisent plus cruellement encore que je suis malade. On ne peut pas en faire abstraction quand je suis tête nue. Je fais en sorte de garder ma perruque le plus possible pour les ménager. On prend rapidement le coup pour chausser son postiche le matin. On glisse le filet d'avant en arrière, puis on centre le tout en pinçant les 2 supports au niveau des tempes, et hop,
plus besoin de miroir. 6 mois après l'opération, les cheveux tentent une sortie. Ma main est irrésistiblement attirée par la douce brosse des petits poils timides et duveteux qui tentent de reprendre leur souffle comme des noyés. Les chatouilles de ces poiluchons sous les paumes de mes mains me rassurent, me prouvent que j'émerge doucement de mon état de cancéreuse. Et on remet ça. Quand il faut y retourner. Chose promise, chose due, je dois être réopérée. Le périmètre de sécurité n'ayant pas pu être respecté lors de la première intervention, il faut racler plus large autour de la zone incriminée. Malgré les conseils pressants du radiothérapeute, qui penche plutôt pour une ablation immédiate, je demande à ce qu'une dernière chance soit donnée à mon pauvre sein droit. Il semble que les avis étaient parfaitement partagés lors de la table ronde organisée autour de mon cas. 50% pour l'ablation versus 50% pour la tentative de sauvetage. L'entrevue avec les radiothérapeutes me laisse un souvenir mitigé. Je pense qu'on est beaucoup plus réceptif à l'incongru lorsqu'on est malade. On a une sensibilité exacerbée qui vous fait remarquer les réflexions et attitudes avec une acuité toute particulière. Un jeune interne radiothérapeute m'accueille avec beaucoup de gentillesse et croit me rassurer en me disant avec tact que je n'ai pas peur, que la radiothérapie ne provoquait pas la chute des cheveux. Je ne peux m'empêcher de soulever un coin de ma perruque en lui offrant mon plus beau sourire narquois. Je mets cette réflexion sur le compte de la perfection de ma prothèse capillaire. Le second médecin radiothérapeute, lui, me demande si je suis vraiment en chimio. Il trouve que mon aspect physique ne lui donne pas l'impression que je suis en cours de traitement. Je prends cela aussi comme un compliment. Ça doit vouloir dire que je ne suis pas trop jaune comme la plupart des patientes. Il est vrai que j'essaie un maximum de m'aérer et de pratiquer un peu de sport. Pas trop, car on arrive vite à ses limites. Il ne faut pas tirer sur la corde, même si c'est exaspérant de voir ses capacités physiques diminuer. Bref, il faudra que je les revoie après la deuxième opération. Pour le moment, on ne peut pas fixer de rendez-vous de radiothérapie. La seule chose qu'ils peuvent me dire, c'est que ce sera chaque jour, juillet, août, pas de soleil, pas de baignade. C'est embêtant, mais bon, il y a des gens qui se prennent des bombes sur la tête chaque jour depuis des années et qui voient mourir leurs proches. Alors bon, il faut relativiser. Le jour J, je me la joue blasée, je suis rodée, une vieille routarde. Je retrouve des petites dames arrivées comme moi un peu en avance, mon homme est à mes côtés, fidèle dans la lutte contre la sale bête. Nous repérons l'endroit où les infirmières cachent la clé de l'accueil. On se fait un clin d'œil de connivence. Il me glisse « Tiens, tu pourras mettre ça dans ton bouquin. » Mais je garderai le lieu secret et je n'en parlerai jamais, même sous la torture. Dans la chambre que je partage avec 2 autres dames, j'enfile sans hésiter la tenue croquignolette du parfait opéré, éclat de rire quand je chausse par erreur la charlotte à la place du chausson. Sans attendre, je suis embarquée dans la salle d'opération par de charmants barbus. On me demande de coiffer la charlotte et je me demande bien pourquoi, vu l'opulence de ma chevelure. Au réveil, encore des larmes, je ne sais pas pourquoi je suis si triste quand l'effet de l'anesthésie s'estompe. On doit ressentir un bien-être tout particulier dans ce monde parallèle et on est angoissé de revenir à la dure réalité de la vie. Ma gentille chirurgienne vient me voir avant de me libérer. Elle n'a pas retiré comme prévu la chambre. Il paraît que dans le délire des brumes de début d'anesthésie, j'ai demandé à la garder, la chambre. On dit n'importe quoi sous anesthésie. Méfiance. Il faudra donc l'ôter sous anesthésie locale. Elle a prélevé un gros morceau. La bidoche a été envoyée au labo pour examen et j'aurai le résultat des courses dans une dizaine de jours. Si tout est d'équerre, on démarre la radiothérapie en juillet, chaque jour donc, pendant environ 2 mois. Si c'est mauvais, 3e opération pour ablation de mon pauvre petit nichon. Sniff. Mais bon, n'anticipons pas, chaque chose en son temps. Wait and see, il vaut mieux parfois faire l'autruche que de s'inquiéter à l'avance inutilement. Je me le répète sans cesse, mais c'est de plus en plus difficile. Last but not least. Traduction, la cerise sur le gâteau. Verdict de l'analyse. On ne pourra pas sauver, oui. Clin d'œil au cinéphile. On aura tout fait pour le conserver, malgré le danger qu'il représente pour les autres espèces. Mais il va falloir accepter de s'en séparer.
Ah, je m'étais bien attachée depuis le temps, mais mon petit compagnon de droite doit quitter la maison. Je suis bonne pour une nouvelle opération. La radiothérapie n'est que partie remise, en septembre, chaque jour, pendant 6 semaines. 1 an après l'ablation, on fera une reconstruction, comme après-guerre. Le seul souci est que, s'ils me le refont à neuf, celui-là, l'autre va paraître complètement décrépit, il va nous faire une déprime. Enfin, on verra en temps voulu. Mais l'attente va être longue. C'est là où surtout ne pas tomber dans le piège de l'immobilisme pré-événement médical. Il faut continuer à vivre, à croquer la vie, à faire des trucs, à s'agiter, à projeter. Bon, trouvons un beau côté aux choses. C'est mon sein droit. Je suis droitière, je vais pouvoir m'inscrire dans un club de tir à l'arc. Je serai la nouvelle Amazone de la décennie et je vais peut-être devenir championne olympique. Non, mais enfin quand même, on va pas se laisser emmerder par un petit crabe de rien du tout. Bon, il était prévu après qu'on fasse une causerie et tout, mais ça peut être informel, on peut retourner au bar si vous voulez. J'ai pas fini ma bière en plus, donc... Voilà. Bon, je vous ai pas trop plombé. Non, ça va. Non, mais c'est vrai qu'il faut... Bon, c'est parfois facile à dire, il faut toujours essayer de carburer. Je dis pas qu'il n'y a pas des coups de mou, hein, mais tant qu'on peut, faut foncer, faut se dire que... faut toujours se dire qu'il y a quelque chose de pire. Moi, c'est un peu ma façon d'essayer de passer outre certaines choses. Je me dis, bon, bah, je prends toujours l'exemple de la guerre, je me dis, ça va être horrible pour les gens de voir leur famille tuée, leur maison démolie, voilà. Vous allez faire une suite? Alors, c'est vrai que mon éditeur m'avait demandé, c'est mon éditrice qui a fait l'introduction, elle est marrante l'introduction, mais Noémie n'a pas voulu la lire. Elle est partie, Noémie, c'est Et il m'avait demandé de faire une suite par rapport à la reconstruction, parce qu'effectivement, c'est pareil, hein, c'est de longue haleine une reconstruction. Je suis en reconstruction quand même depuis 2 ans et demi. Ça a raté la première fois, donc il a fallu tester autre chose. Et bon, au bout du compte, ça va. Mais je pourrais écrire un autre truc. Mais c'est dommage parce que les trucs s'écrivent quand on vient juste vivre la chose. Et parfois, quand c'est 2 ans et demi après, là, en relisant les choses là, je me souviens de choses auxquelles je ne pensais plus du tout. Il aurait fallu que je le fasse plus vite. Non, puis allez, on passe à autre chose. Voilà. Bon, ben. Merci.